Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui pour une vidéo sur les micro-onduleurs et les onduleurs réseau. Alors je vous expose un petit peu le chapitrage parce que c'est une vidéo qui va être longue. J'ai essayé de simplifier les choses, j'ai enlevé des bouts de vidéo, j'ai enlevé des interventions. On va d'abord parler du rendement des micro-onduleurs parce que j'ai fait les tests en production réelle de 2 micro-onduleurs et d'un onduleur réseau. Je vous fais part de mes résultats, je les commente. J'ai eu l'intervention en off, si vous voulez, non filmée de Fox Tiso, de la chaîne Fox Tiso, qui a testé sur ses propres onduleurs à lui les rendements. Je lui ai expliqué comment faire, on a testé un certain nombre de choses. J'ai pas de graphique, j'ai pas construit de graphique parce que j'ai des résultats similaires. Alors c'est pour vous dire que de son côté aussi, il a fait un certain nombre de tests et il a remarqué notamment qu'il y a des onduleurs qui sont plus ou moins rapides et que le plus embêtant pour l'instant c'est en phase avec la connexion qui est nécessaire avec un appareil secondaire et autres. Mais globalement on est dans le même genre d'onduleur. Alors il faudrait faire du cas par cas parce qu'il y a toujours un petit truc différent d'un onduleur à l'autre. Je ne vais pas balayer toutes les gammes. C'était pas vraiment le but de la vidéo. Enfin voilà, je voulais le citer parce que il m'a aidé dans certaines mesures au tout début où je commençais les tests et où j'avais besoin d'une multitude de mesures. Et moi-même, je suis allé sur des chantiers pour faire des vérifications en complément de mes mesures sur les produits. Ensuite, on va voir les parasites qu'on a sur les panneaux solaires avec les onduleurs injection réseau, que ce soit des micro-onduleurs ou des gros onduleurs. Donc ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais il y a effectivement des parasites. Alors on l'a vu dans la vidéo sur le SRNE où il y avait des parasites qui m'ont cramé un onduleur studeur. Je réitère ici l'information et je développe un peu plus tout en rentrant pas complètement dans le détail. C'est vraiment pour donner une explication pas aussi poussée qu'un électronicien. Les électroniciens dans les commentaires, ils me détruiront peut-être, mais bon, c'est pour donner une forme d'explication. Ensuite, je vais vous parler d'une étude de Espul. Espul, c'est une association qui travaille dans le solaire. Je ne sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui, mais en tout cas, là, c'est une étude qui date de 2005, je crois, sur les onduleurs réseau, leur rendement et tout un tas d'autres informations. Donc je vais citer un certain nombre d'informations. Je vous demanderai d'aller voir si vous voulez l'étude en PDF sur internet pour avoir beaucoup plus d'informations. Moi j'ai fait un petit condensé et je m'en suis servi pour expliquer des choses. Il y a une petite partie où je teste un disjoncteur différentiel en situation de production réseau. Moi mon problème c'est que lorsqu'on met des disjoncteurs différentiels sur une source de production d'énergie, normalement il faut mettre le neutre à la terre pour qu'il disjoncte. Et là c'est EDF qui a le neutre à la terre et non pas la source d'énergie. Donc je voulais faire un test et vous verrez lors du test ce que j'en dis. Ensuite je parle du couplage AC. Je parle du couplage AC parce qu'il est question de savoir s'il est possible de mettre les micro-onduleurs en autonomie. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a déjà une installation de revente réseau et de micro-onduleurs? Est-ce qu'on peut s'en servir en autonomie? Donc il faut passer par des notions de couplage AC, vous verrez ce que c'est. Et ensuite, je fais des tests sur ces fameux onduleurs. Je fais des tests de couplage AC avec des installations autonomes. Enfin, moi je travaille sur du Studer, mais ça marche aussi sur le Victron et sur d'autres marques. Et tout à la fin, je fais des petits tests de consommation à vide des différents onduleurs et une conclusion. Désolé pour cette intro qui était longue, mais comme la vidéo risque de durer, je suis déjà à 42 minutes de montage, je préfère faire ça d'abord. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je fais des tests d'onduleurs, d'injection réseau, avec 2 micro-onduleurs et un onduleur réseau Solax, un micro-onduleur APS System, un micro-onduleur bourgeois Homemize. À chaque fois que je fais des tests sur des onduleurs et des équipements, j'utilise cette installation-là. Je me branche en direct sur les panneaux solaires ici. Et suivant la situation, j'isole la résistance électrique ou le régulateur solaire. Si je le fais pas, ça disjoncte. Et puis on entend du bruit. L'onduleur ici, qui est pourtant sur les batteries en 24 volts, se met à faire des bruits bizarres, des parasites. Il est perturbé parce que les câbles solaires sont ici. Et ils passent dans la même goulotte, ils s'en vont au plafond et ils passent dans les mêmes goulottes que les câbles de batterie qui sont à côté. Et donc la proximité fait que, avec des tensions assez élevées, on a un parasitage magnétique qui perturbe l'onduleur. Alors au départ, on raccorde les prises qui sont fournies avec les micro-onduleurs, ce qui sont rarement pré-câblés. Ce sont des prises qui sont un petit peu universelles, on les retrouve sur pas mal de marques d'onduleurs. De temps en temps, il y a des petites prises un peu spécifiques, ce sont les prises en 220 que l'on met derrière les micro-onduleurs, parce que les micro-onduleurs sont tous raccordés en 220 volts. Là, c'est un bouchon qu'on met qui sert à isoler le câble. C'est-à-dire qu'au lieu de brancher le dernier onduleur, on a un câble qui reste, qui est en attente.
On met un bouchon isolé avec un preset loop dans l'attente de brancher la suite, ou alors de ne rien brancher du tout, c'est libre à soi. Alors moi je trouve pas ça hyper pratique à mettre, mais si c'est dans l'optique de rajouter un autre accord pour un autre micro-onduleur sur la boucle, pourquoi pas, d'autant à condition qu'on garde le bon nombre d'onduleurs sur cette boucle. Ensuite il y a cet onduleur là que je viens de raccorder, c'est l'onduleur APS, qui est somme toute très bien, qui est dans les 730 volts ampères. Donc je le raccorde avec la petite rallonge qui est fournie avec. Ensuite, il y a l'autre micro-onduleur qui est de chez Bourgeois, le Homelight. Donc ils ont tous les deux entrées MPPT. Hein. Moi j'en branche qu'une des deux ou les deux suivant mes tests. J'ai le raccordement en 230 volts. J'ai aussi un petit wattmètre que je branche sur le panneau solaire pour voir la puissance qui rentre dans l'onduleur, ainsi que d'autres appareils de mesure. Et bien entendu, sur le coffret électrique, j'ai d'autres types d'appareils de mesure, des sectionneurs, un compteur d'énergie, un inverseur de source, ça me permet de basculer d'un onduleur à l'autre, et puis le différentiel. Le Solax que je teste, donc c'est un 2 kg, là il est en défaut parce qu'il n'est pas encore en train de produire, donc j'ai un sectionneur panneau solaire dessus, et je branche sur Solax les panneaux solaires qu'il y a sur le toit. Alors je vais faire tout un tas de mesures et de vérifications de fréquence sur ces appareils. J'ai vérifié les rendements, les parasites, les puissances. Alors tout ça avec un temps plus ou moins mitigé, plus ou moins fort. Donc j'ai eu quand même pas mal d'éléments de mesure. Et j'ai pu mesurer les courbes de rendement qui viennent. Alors ces courbes de rendement, on en a pour le moment 3. En rouge, le micro-onduleur APS, qui a plutôt un bon rendement. Hein. En jaune, le micro-onduleur Umleist. En bleu, l'onduleur Solax. Et j'ai rajouté un onduleur en vert. C'est le Ipontec, le Ipontec 3000. C'est un modèle qui commence à arriver sur le marché français aussi, qui a un rendement un petit peu moins bon. Donc là, j'ai marqué les rendements maximum dessus, hein, 99, 97, 99, 94. Ils ne sont pas permanents, c'est vraiment le pic de ce que j'ai pu mesurer. Et on voit que globalement, les micro-onduleurs, leur pic, il n'est pas à la fin de la puissance, hein, il n'est pas au maximum de leur puissance, il est presque au début. Donc ce mythe de dire que plus on charge le micro-onduleur, plus il a un bon rendement, c'est faux. D'ailleurs, là, même les 99%, je me demande comment j'ai fait pour réussir à les avoir. Mais bon, c'est ce que j'ai mesuré, donc on va dire que c'est bon. Mais c'est une courbe qui est vachement instable. Hein. Pareil pour le Solax, elle a tendance à descendre à partir d'une certaine puissance. Hein. On vaut mieux ne pas surcharger un onduleur pour qu'il ait un bon rendement plutôt que le surcharger en permanence. À ce propos, là c'était les 730 volts ampères, mais il existe assez peu maintenant de panneaux de moins de 350 watts. Hein. Donc très certainement, la plupart des micro-onduleurs qu'on installe, et c'est ce que moi j'ai constaté, sont souvent sous-dimensionnés par rapport aux panneaux solaires. Ils sont tout le temps en surcharge, tout le temps en saturation. Et ils sont bien bridés par la puissance de l'onduleur, voire même un petit peu en dessous. Concernant le Ipontec, car je me suis basé sur un certain nombre de mesures que j'ai fait pendant un après-midi chez mon fournisseur, alors que le Solax, j'ai fait beaucoup plus de mesures. Vous allez voir par la suite ce que j'ai fait aussi comme test sur ces onduleurs-là. Alors, l'onduleur Solax, qui est ici, fait des parasites sur la partie panneau solaire. Moi, je le reconnais parce que mon installation est là. C'est une installation autonome qui a des panneaux solaires que vous avez vu dans une précédente vidéo. Et j'exploite ces panneaux solaires pour faire mes tests. Donc là, je suis obligé d'isoler complètement les panneaux solaires du reste de l'installation. Pas de possibilité d'envoyer ni dans la résistance électrique, ni dans un autre régulateur MPPT. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et donc je me demandais pourquoi j'avais des parasites dans mon autre onduleur. Je l'avais aussi avec les onduleurs hybrides que j'avais dans une autre vidéo, les bleus et blancs là, et les super watts, j'avais la même chose. C'est-à-dire que le régulateur MPPT qui est à l'intérieur n'a pas d'isolation galvanique et renvoie des parasites de son propre onduleur sur les panneaux solaires. Ce qui est un peu dommage. Et donc en faisant ça, il me faisait sauter le disjoncteur différentiel ici, puisqu'il envoyait une composante alternative sur les panneaux solaires, et mes panneaux solaires, via ce qui était déjà branché dessus,
envoyait du courant à la masse, en l'occurrence au pôle moins de mon installation, et faisait disjoncter. Parce que j'ai mon neutre à la Terre là-bas. Donc pour mesurer ça, je me mets entre la Terre et une des bornes des panneaux solaires. Et on voit qu'on a bien une composante alternative qui est autre qu'une une partie redressée d'une sinusoïde. Donc c'est logique, c'est la sinusoïde produise soit par le réseau, soit par l'onduleur, bon là c'est par l'onduleur, qui se retrouve dans la composante continue des panneaux solaires, et on a l'autre à côté, qui est bien supérieur à 0. Enfin il y a une partie supérieure à 0, une partie inférieure. Et quand on fait entre le plus et le moins, on a une petite truc bizarre comme ça. Alors je pourrais régler le calibrage, mais je pense que vous avez compris. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cet onduleur, on ne pourrait pas l'utiliser sur une installation à multiples usages. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'elle ait que sa partie DC, sa partie AC en injection, et c'est tout. Si toutefois on utilisait cet onduleur avec une compatibilité en autonomie ou avec batterie, il faudrait absolument faire des goulottes séparées, faire attention au parasitage et tout. Je n'ai pas remarqué ça sur la partie micro-onduleur, mais je vais le vérifier avec l'oscilloscope, puisque je suis sur des tensions plus faibles avec des panneaux solaires à l'extérieur. Donc là, je suis sur le test du bourgeois O'Miles. J'ai branché 2 panneaux solaires 440 watts dessus. Je fais des tests MPPT par MPPT. A priori, ce sont bien 2 MPPT séparés. Donc avec mon wattmètre et puis mes différentes mesures. Là, en ce moment, on produit par exemple 160 watts. Et le test concernant les parasitages sur le panneau solaire, alors le voici. Je mets toujours ma terre avec le moins. Donc on se constate qu'il y a une composante alternative. Voilà, donc si je fais un réglage, on est comme ça. Voilà. De l'autre côté aussi, on a bien une composante de tension alternative qui est somme toute assez élevée. Quand on fait entre le plus et le moins, on l'a aussi cette composante. Alors, pour la voir, je mets entre le plus et le moins. Il faut savoir qu'on a 40 volts entre les deux bornes. On a bien un parasitage qui est pas... c'est pas qu'il est normal, c'est normal qu'il y ait un parasitage. Mais qu'il soit à ce point... Donc il y a bien une petite tension entre... avec un parasite de l'ordre de quelques dizaines de volts. Donc il y a bien un petit parasitage qui est... il va falloir que je mesure sur d'autres types d'onduleurs. Je vais le faire sur la PS aussi. Je vais me déplacer chez les clients et je vais vérifier ce genre de parasitage sur les panneaux et ce genre de rendement pour voir un peu ce qu'il en est, si c'est propre à ce type de micro-onduleur ou si c'est sur toute la gamme des onduleurs, SMA inclus, Fronius inclus. Je vais essayer de faire quelques mesures comme ça chez mes clients. Pour l'instant, je suis personnellement pas spécialement satisfait. Alors, qu'il y ait une composante alternative en courant, ça c'est tout à fait normal. Il faut bien qu'il y ait du courant une variation de courant. Mais par contre, qu'il y ait une tension alternative aux bornes du panneau, c'est pas top, quoi. C'est pas top. Pour moi, ça occasionne des fuites de courant, en fait, à la Terre. Moi, pour le micro-onduleur, ça me paraît un petit peu différent que pour le Solax. Le Solax, c'était vraiment une composante redressée de une alternance, alors que là, on est vraiment sur une petite variation de la tension qui va au rythme, très certainement, de la tension du réseau, ce qui est, à mon avis, à peu près normal. Alors je vais faire un test de parasite sur le APS système, que je suis en cours de fin de test là. Donc on a bien un parasite sur le plus, un parasite sur le moins, et entre plus et moins. Et entre plus et moins, c'est à peine palpable, c'est un petit parasitage. C'est vraiment entre la masse et les deux pôles qu'on retrouve quelque chose. Donc on a bien une composante 50 Hz directement entre la masse et le pôle plus du panneau. Si on le fait sur le moins, normalement on a la même chose. Donc c'est une forme de parasite parce que dès qu'on essaie de le mesurer avec un voltmètre, hop, il va disparaître. C'est vraiment un parasitage. De là à pouvoir avoir un choc électrique, je ne sais pas.
Alors sur les régulateurs MPPT comme Victron par exemple, le parasitage du côté panneau solaire est de l'ordre de quelques impulsions. Donc ça c'est du bruit, hein. C'est du bruit parasite de quelques volts. Donc c'est juste parce que comme il découpe le courant, c'est normal, il découpe le courant pour pouvoir faire une tension variable, et ben il fait des impulsions. Mais ce ne sont pas vraiment des fréquences et des gros parasites en courant continu ou en courant alternatif. Ce sont vraiment des impulsions. C'est très très faible. Chez Xantrex, on a un petit peu moins. On a toujours quelques petites impulsions. Xantrex Schneider, bah, vous voyez, c'est un MPPT, il fait très très peu de parasites. Rien à voir avec les onduleurs réseau. Donc j'utilise ici une étude de août 2007 sur les systèmes et onduleurs photovoltaïques d'injection réseau. C'est une étude qui a été menée par SPUL. Je mettrai le lien en description, mais si vous tapez le titre sur Google, vous le trouverez. Dans cette étude, on parle des différents onduleurs, des fonctionnements des MPPT, l'architecture électronique des onduleurs, le pourquoi, le comment. Et moi, je synthétise un petit peu ici. Grosso modo, ils ont testé avec précision les rendements et tous les paramètres de à peu près 5 onduleurs réseau réputés de l'époque. En voici donc les synthèses des fiches. Alors sur ces tests, par exemple ici on a le Siemens Solar 1100 watts. Donc il y a une petite photo en haut à droite. En bas à gauche, il y a les courbes de rendement. Je ne vais pas les commenter, si, à part que quand on arrive à 100% de la puissance, le rendement est moins élevé que quand on est au début ou au milieu de la puissance. C'est quelque chose de très important. Ce qui est à relever de leur étude, c'est qu'ils constatent qu'il y a une consommation en plein jour de 8,3 watts et en pleine nuit de 7,5 watts, et que ce n'est pas tout à fait ce qui était noté dans la notice. Cet onduleur a une surcharge possible de 120% de sa puissance, jusqu'à 50 degrés, la température ambiante. L'efficacité maximum est de 94,16%, donc c'est quand même une grande marque de cette époque-là. Et le schéma électrique sur le côté, le voici, c'est le design du circuit. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce design? On remarque qu'il y a le pôle moins des panneaux solaires qui est relié au neutre, et donc aussi à la terre de l'installation. Le neutre à la terre, c'est parce que chez EDF on a le neutre à la terre. Donc on a bien un des pôles des panneaux solaires qui est relié au neutre, et le deuxième qui est en quelque sorte relié à la phase, mais par à-coups bien sûr, avec des impulsions, des coups du hachage, et donc ça fait tout un tas de fréquences qu'on retrouve sur la phase ou le neutre en fonction de comment on mesure. Donc on voit que dans cette architecture, on n'exploite pas réellement le courant continu des panneaux solaires, on impose aux panneaux solaires de fonctionner avec des courants alternatifs, ou en tout cas des courants variables, et donc c'est normal que l'on retrouve ce genre de courant sur les panneaux solaires. J'essaye de ne pas rentrer plus dans le détail, là on voit bien sur le schéma qu'il y a des liens. Le deuxième onduleur qu'ils ont testé, c'est un CACO. C'est un modèle de 3500 watts, son rendement n'a pas dépassé les 94,55%. Il a été capable d'avoir une surcharge de 113%, ce qui est différent, ils sont tous différents les onduleurs. Il a une petite consommation le jour de 2,9 watts et la nuit de 0,34 watts, ce qui est aussi différent de ce qui était annoncé sur la notice. Son rendement s'affaisse aussi à 100% de sa puissance, donc ce n'est pas son rendement optimum à 100% de sa puissance. Il est donc plutôt déconseillé de le surcharger tout le temps. Et ce qu'on voit dans sa topographie de circuit, c'est que c'est encore quelque chose d'un peu différent. Alors ça s'appelle un schéma push-pull pour ceux qui savent, mais en gros on utilise par exemple le moins des panneaux solaires comme point milieu, et on utilise le plus pour faire un signal alternatif. On va le brancher sur un transformateur d'un côté et puis de l'autre de manière alternative pour créer une impulsion en positif, en négatif, en positif, en négatif. Donc sur cette partie-là, vu que c'est un transformateur, on est obligé d'avoir de l'alternative pour transformer sur un transformateur. Donc on fabrique de l'alternative avec les panneaux solaires. Et cette alternative se retrouve aux bornes des panneaux solaires. Même s'il y a une diode, il y a quand même ce signal qui se retrouve aux bornes des panneaux solaires. Et ensuite, on redresse sur la partie verte et on fabrique du 230 volts à nouveau. Dans ce cadre-là, on n'a pas le moins à la terre et on ne l'a pas au neutre. Donc à chaque transformateur, chaque onduleur est différent et a un usage différent et un rendement différent. Sur l'autre exemple, c'est le Sputnik Solar Max 2000C. Ils ont fait le 3000C aussi, hein. Mais il était très répandu, hein. Effectivement, j'en ai installé des comme ça. C'est un 1980 watts. Il n'a pas de transformateur à l'intérieur. Son rendement maximum est de 96%, ce qui est inférieur à ce qui était annoncé par le constructeur. Il ne peut pas être surchargé à plus de 105% de sa puissance.
sa consommation de jour est de 9 watts et de nuit de 0,36 watts. Donc on voit bien qu'il y a toujours une petite consommation. C'est normal, il a besoin d'énergie pour fonctionner, l'appareil. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas vraiment le pôle moins qui est à la Terre, mais on a un circuit qui est très très simplifié. On a vraiment le pôle moins qui réunit toute la partie basse de la topographie de l'onduleur, et on va quand même avoir beaucoup de parasites qui ont passé par là. Et dans la partie plus, on va surtout avoir du hachage, comme je vous le mets ici, avec des courants très très saccadés qui ensuite vont être transformés en sinusoïdes via une bobine ou un transformateur, une inductance. Donc c'est vraiment, on considère vraiment que le panneau solaire est une source de courant qu'on bénéficie à foison, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de stable, on fait quelque chose de saccadé. Sur l'exemple d'après, il s'agit d'un Frönus IG30, moi j'ai surtout posé des IG20 et aussi quelques IG30 aussi. Alors ce modèle, c'est un 2500 watts, il est capable de monter à 2938 watts, donc avec une surcharge de 10%, il a un rendement maximum de 94,5%, donc les Frönus modernes sont un petit peu plus élevés. Moderne, j'entends par là de notre décennie. Il a une consommation le jour de 2 watts et la nuit de 0,5 watts, 25 watts. C'est un petit peu différent aussi de ce qu'ils annonçaient. Le rendement, alors il s'affaisse un petit peu à 100% aussi, mais un petit peu moins. C'est le cas de tous les onduleurs en fait. Et au niveau de son design et de son architecture, on constate qu'il y a un transformateur au milieu. Donc à nouveau, il faut convertir l'énergie. Donc là, on part du courant continu des panneaux, on fabrique du courant alternatif pour que le transformateur puisse fonctionner. En sortie du transformateur, on redresse le courant, donc on fabrique du continu. Et après, on refait encore de l'alternatif qu'on envoie sur le réseau. Donc c'est de multiples conversions qui font que on a quand même énormément de parasitage à l'intérieur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces onduleurs respectent la norme CEM de l'électromagnétisme. Ils ont un filtre d'installer côté réseau pour éviter d'envoyer des parasites là-bas. Il y en a un aussi côté panneau solaire, mais c'est un condensateur assez basique. Et enfin, un SMA Sony Boy 3800, donc lui il a un rendement de 95,43% maximum. Il atteint les 4080 watts, donc ça lui fait une surcharge de 2,2%. Donc vous voyez, ils ne sont pas tous égaux les onduleurs, il faut bien les connaître les onduleurs avant de les installer et de dimensionner l'installation. Une petite consommation de 5,5 watts en journée et de 0,05 watts la nuit, quasiment zéro. Exactement comme les autres, le rendement s'affaisse un petit peu à la fin, à 100% de sa puissance, donc ça ne sert à rien de le surcharger. Et puis là, alors le schéma est un peu plus simplifié, il s'agit de transformer du courant continu en alternatif, ça passe par un transformateur. Et après le transformateur, ça va directement sur le réseau. Il n'y a pas de nouvelle transformation. Il y a plein de méthodes pour faire du courant alternatif à partir du continu. Alors il faut savoir aussi que les onduleurs qui sont sur les batteries font la même chose, mais ils le font à partir d'une tension très faible et les oscillations sont moins impactantes sur la batterie. On n'a pas énormément de parasitage. Je branche mon testeur ici, mon testeur pour faire la test de différentiel. J'ai bien un neutre à la Terre et je produis plus que le défaut ne va consommer. Je lance le test alors qu'on produit plus. Voilà. On va voir quel disjoncteur va sauter. Aucun. Aucun disjoncteur n'a sauté. C'est-à-dire que le disjoncteur 30 milli de la source photovoltaïque n'a pas fonctionné. D'accord ? Si je coupe maintenant la production solaire, ici, alors, toc, c'est que je relance un défaut. Voilà, ça ne va pas fonctionner. Moi, je suis sur une ligne ici qui est protégée par un 100 milli. C'est-à-dire qu'en faisant un défaut de 30 milli, j'étais sûr que le réseau ne sauterait pas. Je voulais tester si c'était bien le différentiel de l'onduleur qui saute. Alors, le différentiel, exactement comme en théorie, quand j'ai fait mes calculs, il n'était pas censé sauter parce que précisément, il n'y a pas de neutre à la Terre du côté du générateur photovoltaïque. Donc, il ne peut pas le détecter. Le seul qui peut le détecter, c'est bien le producteur, celui qui est du côté de EDF, et donc il faut absolument qu'il y ait un disjoncteur 30 milli du côté d'EDF, pas un 100 milli.
Alors le couplage AC, alors il y a le moule batterie qui a sorti une vidéo sur ces batteries qui parlait de couplage AC, mais lui il parlait plutôt de la notion de routeur, de la notion de gestion de l'énergie alternative, de la mesurer et de l'envoyer dans les batteries ou pas d'envoyer dans les batteries. Le couplage AC en autonomie, et en tout cas du point de vue de mon métier à moi, c'est pas ça. C'est lorsque on veut mettre un onduleur réseau, ici marqué PV inverter, qui est dessiné comme un onduleur Fronius. Lorsqu'on veut mettre un onduleur réseau qui habituellement injecte au réseau, donc on voit la flèche rouge ici, j'ai simplifié, et que lorsqu'il y a une panne de réseau, qu'il y a une coupure, on veut qu'il y ait un autre onduleur, en l'occurrence ici un multiplus, qui simule le réseau à la place du réseau. Là on se trouve dans une situation d'îlotage, et à ce moment-là, l'onduleur réseau, au lieu d'envoyer tout ce qu'il peut au réseau comme il faisait avant, il faut qu'il ait la possibilité de réguler sa production d'énergie pour éviter de surcharger les batteries, de cramer quelque chose ou de détruire des consommateurs. Donc il y a une nécessité d'avoir un fonctionnement entre le multiplus et le Fronius. Ça peut être entre un Studer et d'autres onduleurs. Il faut un maître, un esclave. Donc le maître, c'est celui qui sait ce qui se passe sur les batteries, qui sait ce qu'on consomme sur la maison en mode secouru. Et l'esclave, c'est l'onduleur réseau qui lui devient un régulateur solaire en quelque sorte. Et pour communiquer, ils ont besoin d'avoir des éléments communs. Et les éléments, c'est le couplage AC. Comme ils sont raccordés en alternative, AC ça veut dire alternative courant, il faut se servir de ce câble en alternative pour trouver une méthode de communication. Et la méthode, c'est la variation de fréquence. Lorsque le multiplus considère que les batteries sont chargées, il augmente la fréquence et le Fronius comprend qu'il faut qu'il réduise sa puissance. Ça, c'est quelque chose qui est important en termes de couplage AC. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui sur les onduleurs réseau tout neufs de la dernière norme. C'est-à-dire que sur le réseau, habituellement, quand la fréquence dépassait les 50,2 Hz, tous les onduleurs raccordés au réseau s'arrêtaient de produire, ce qui avait tendance à poser des problèmes de blackout et de coupure sectorielle, on va dire, par zone. Et donc il y a une nouvelle norme qui est sortie qui s'est appuyée sur la norme allemande de la VDE ARN 4105 qui était en vigueur en 2011. Donc en s'inspirant de cette norme, la nouvelle norme VDE 012611 version 2019, donc la VFR 2019, maintenant intègre une variation de puissance entre 50,2 Hz et 51,5 Hz. Donc elle oblige tous les constructeurs d'onduleurs injection réseau à faire varier la puissance entre 100% et 50% sur cette plage de fréquence, et au-delà de ces 51,5 Hz, ça coupe à 0 watts. Donc ça, c'est par défaut. Tous les onduleurs qui sont conformes à cette norme vont pouvoir faire ça. Et lorsqu'on rend l'onduleur compatible complètement autonome, la courbe est continue jusqu'à 53 Hz et à 0 watts. C'est un peu plus... C'est ce qu'on a dans Fronius notamment. On lui donne un paramètre, on lui dit voilà, tu seras en îlotage quand tu auras une coupure de courant. Donc tu passes sur un autre mode de régulation un peu plus poussé. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est si par défaut, les onduleurs neufs d'aujourd'hui pouvaient fonctionner en autonomie. Alors sur les fiches techniques, des micro-onduleurs, donc là on voit sur l'APS, alors déjà on peut voir qu'il annonçait un rendement assez élevé, qu'il est capable de fonctionner que jusqu'à 65 degrés de température ambiante, c'est marqué dans la fiche technique, c'est à peu près la température qu'on a derrière un panneau solaire. Il fait de la transformation haute fréquence isolée galvaniquement, c'est-à-dire qu'il doit avoir un transformateur interne pour faire le lien avec les types de schémas qu'on a vus juste avant. Et il précise qu'il est conforme aux normes VDE. Et là, on voit bien la 106.11/A1. Alors, et la 4105. Donc, étant donné qu'il est compatible avec la 4105, il va pouvoir respecter cette variation de fréquence. Donc, moi, ça m'intéresse. Le deuxième onduleur a un certificat de conformité, donc le UMISE. Lui, il précise aussi la VDE 012111. Donc, en fait, c'est la A1 2012, machin. Et il précise en bas les valeurs, donc les fréquences, jusqu'à 52 Hz, le temps de déconnexion, le temps de reconnexion, les tensions. Et donc une fois qu'on a ces petits certificats, qu'on a la confirmation que l'onduleur il est fait pour varier sa fréquence, qu'il est conforme avec la norme et tout, eh bien on va pouvoir l'utiliser comme suit. Maintenant on va voir les tests. Donc pour tester le micro-onduleur qui est là, qui est branché sur un panneau 400 watts dehors, j'ai reparamétré l'installation Studer pour lui dire qu'elle peut faire varier sa fréquence en fonction de l'état de la batterie et en fonction de l'état de la tension. Et j'ai vérifié, bien sûr, que ça fonctionne, parce que là, on est à 51,2 volts et la fréquence baisse au fur et à mesure que la tension baisse. Donc je vais vérifier que le micro-onduleur peut produire sur l'installation, et on voit bien dans les batteries.
Donc j'ai réglé la variation de fréquence sur l'état de la batterie, sur la tension de la batterie. Je lui ai donné une vitesse de variation. Je lui ai dit qu'il y avait un onduleur sur la AC out. Je lui ai donné un delta de fréquence pour fonctionner. Donc là, il est retombé à 50 Hz. Mais c'est pas très grave, on va voir ce qui se passe. Donc là, l'onduleur clignote en vert. Il s'apprête à produire. Donc on a une production qui arrive dans la batterie. On est rendu à 36 watts. État de 100%, 40 watts. 77. Donc on a bien le micro-onduleur qui produit sur l'installation Studer, parce qu'il est compatible. On devrait voir une variation de la fréquence. Et peut-être aussi une variation de la puissance ici. Donc il faut que je mette la puissance instantanée. Voilà. On est à moins 230. Donc on a bien 200 watts qui vont dans les batteries. On va peut-être créer une consommation pour voir. Voilà, donc on était à 51 Hz. Donc on a bien une consommation qui arrive. On se met à consommer sur la batterie. Voilà. Et donc on va le re-éteindre. Moi ce que je veux constater, on a 40 watts qui vont dans les batteries. Je viens d'éteindre. Ce que je veux constater, c'est l'arrêt du micro-onduleur. Donc on a bien une production du micro-onduleur, donc qui est timide. Hein. Alors pourquoi elle est timide, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont une parfaite communication entre eux? Je n'en sais rien, parce qu'on est à 53,4 Hz. Est-ce qu'il y a un manque de soleil? Je pense pas, je vais aller voir. Ah si, il y a un nuage. Il faut attendre que le nuage s'en aille. Donc là on est sur APS System. AP System. Et donc je voudrais constater... Moi, ce que je veux voir, c'est que la production s'arrête bien quand la batterie est pleine. Là, la batterie est marquée 100%. Mais c'est au moment où ça produit un peu plus que ça bride la puissance. C'est moi qui ai fait ce réglage-là. Je lui ai donné un seuil de tension un petit peu élevé. Donc on est à 50,5 Hz. C'est censé augmenter un peu plus. Voilà, donc là on a 125 watts qui est produit, 200 watts qui est produit par le panneau solaire, 215 watts. On a une fréquence qui augmente, et la fréquence, ça fait chuter la production. Vous voyez, 1,2 Hz, parce que lui, il n'est pas très variable. C'est du tout ou rien. À partir de 51 Hz, à peu près, il s'arrête. Donc il recommencera de sa production que si on descend en dessous de 1,51 Hz. Donc quand la batterie redescendra un petit peu, donc ça va faire du yo-yo comme ça. Moi je vais tester, donc je sais que cet onduleur là fonctionne en micro-onduleur sur le système Studer, mais c'est un peu du tout ou rien. Et à mon avis, c'est pas le genre de choses qu'il faut faire avec des batteries qui ne supportent pas le courant. Parce que c'est un peu puissant en fait, hein. On peut se retrouver avec 3000 watts d'un coup. Donc ouais, enfin plutôt sur le lithium du coup. Donc en auto-conso avec une alimentation de secours. Vous voyez là on est redescendu en fréquence, on va se remettre à produire. Et pour l'instant il clignote rouge. On remarque qu'on consomme un petit peu plus que les 20 watts habituels. C'est parce que là on a la consommation du micro-onduleur là, les 0,8 watts. Ah, le fait que ça consomme un petit peu plus d'un coup, c'est parce que le micro-onduleur a besoin de son relais en interne. Voilà, il s'est mis à produire. Il produit 20 watts, 10 watts, et ça va les envoyer dans la batterie. Ça clignote vert. Ah si, il y a du soleil. Donc voilà. 250 watts qui vont dans les batteries, 300 watts. Donc là, ah bah, ça c'est... Voilà, ça s'est arrêté. C'est monté tout de suite, vous voyez, c'est monté en production, et d'un seul coup il est monté en fréquence, ça a coupé la production. Donc c'est du tout ou rien. On va faire le test avec le deuxième micro-onduleur que j'ai.
Donc là, j'ai mis le Bourgeois Home Lights, qui est là qui clignote rouge pour l'instant. J'en profite pour vérifier la fréquence là-bas, je ne l'avais pas fait tout à l'heure, pour voir s'il y a une perturbation du signal. Je pense pas qu'il y en aura un gros. Donc on est bien en train de consommer là. Il y a du soleil. On est à 50,1 Hz et hop, il s'est mis à produire. On va peut-être le voir en négatif, lui il clignote vert là. Alors, tiens voilà, 15, c'est qu'on a une petite production. 10, il monte petit à petit. Et là il doit passer en négatif. Alors les dizaines de watts, ils sont pas faciles à mesurer, donc il une certaine tolérance. Voilà 0, donc ça veut dire qu'il produit ce que consomme l'onduleur principal. Pour l'instant il clignote en vert. Ah, voilà. Je pense que la production... Et ça peut monter à 1000 watts, les batteries lithium vont supporter là. Ça pourra pas monter à 1000 watts parce qu'il n'y a que 280 watts d'onduleur, mais... ou 300 watts. Donc là, il passe un peu de temps à tester le panneau en fait. Et il monte petit à petit en puissance. Et plus il va monter en puissance, plus ça va monter en fréquence. 50,2... 10, 0. Je sais pas s'il va réussir à produire celui-là. On va démarrer ça. Voilà, donc là on envoie 160 watts dans les batteries. On consomme en même temps. Voilà, on est bien à 50 Hz. Je vais couper la consommation. Et on chute. Voilà, on envoie moins dans les batteries. Parce que la fréquence a dû monter. Même pas. La régulation est plus difficile sur le Bourgeois. Elle est plus difficile, mais elle est peut-être plus cohérente, on va voir. Peut-être la variation de tension qui l'a fait couper. 30 watts. Mais en plein soleil dehors. 40. Et il peut faire 300, hein. Sans problème. 62. Il y va timidement. Donc là on consomme sur les batteries. Ça clignote vert. Le signal est propre. On va voir si on arrive à le compenser avec le soleil. Donc petit à petit la puissance baisse parce que le soleil fait son travail. J'aimerais voir si vraiment il se met à produire ou s'il est bridé parce qu'il voit qu'il n'est pas sur le réseau. Donc là on est à 0 watts sur la batterie. Le micro-onduleur compense la totalité de ce que consomme le déshydrateur. Presque 180 watts je crois. Donc la totalité de l'énergie vient du micro-onduleur. Enfin quasiment. Il doit bien y avoir un demi-watt quelque part. Il ne reste plus qu'à charger la batterie maintenant. Donc là on a assez d'énergie pour charger la batterie en plus de la consommation. C'est relativement lent. Je vais essayer un peu comme ça. J'aimerais bien voir ce qui se passe. Le signal est bon. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas loin du maximum. On produit 124 watts. Et on doit certainement en compenser 130 ou 140 sur le climatiseur. La fréquence va pas tarder à augmenter. Donc 50,3. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe. Ben voilà, la puissance baisse. Voilà, on se remet à produire. Voilà, la fréquence redescend. Ce que j'aimerais savoir, c'est notamment la réponse en fréquence, là qu'on est en train de voir maintenant. Mais si justement je coupe le climatiseur d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Quelle puissance obtiens-je? Bon, là on produit autant que ce qu'on consomme. Je vais couper le climatiseur et on va voir si on produit dans les batteries et si ça redescend juste après.
Donc on a bien une production de 180 watts. La fréquence est à 50 Hz. 192. Donc on est censé finir de charger la batterie. Elle est déjà à 100%, mais à mon avis, elle va pas tarder à me mettre un petit message de surcharge, disons. Enfin, de charge finie. Donc la fréquence commence à augmenter. Et je voudrais voir si ça chute progressif. Là, pour l'instant, ça a l'air progressif. C'est bien quand c'est progressif. C'est peut-être un petit peu trop lent, du coup. « 50,7 Hz, 50,8. Ça a l'air de pas trop mal réguler. Donc là, on est à 51,2 Hz. On produit toujours à peu près 60 watts, donc 41 plus les 20 watts à vide de l'appareil. Il n'y a rien d'autre qui consomme sur l'installation. L'onduleur clignote toujours vert. Donc je voudrais voir si en montant encore un petit peu en fréquence, à quel moment il s'arrête. Ah, l'onduleur vient de se mettre en sécurité, 51,5 Hz. Ah, et là il redémarre par à coup. Il s'est mis à clignoter vert. Donc dès qu'on a une fréquence un petit peu élevée, l'onduleur arrête. Là il s'est remis en marche. Dès qu'il s'est remis en marche, il s'est arrêté. Vous voyez, ça fait des à-coups. 21, 50, ça va remonter à 47. 78. Hop, moi j'entends un petit relais qui claque. 0. 99. 21. On peut observer la fréquence là. 0,5, 0,4. Et on est à la limite de la fréquence qui permet de produire. Si je redémarre le climatiseur maintenant, voilà, il s'est remis à produire. Voilà, on se met à produire dans les batteries. Donc c'est plutôt réactif, c'est pas trop mal. Là on produit 100 watts de plus que ce que le climatiseur consomme. On a bien une variation de fréquence. La fréquence baisse. Mais pas trop, puisqu'on produit légèrement... Là, ça y est, on décharge dans les batteries. Là, les batteries se déchargent de 100 watts à peu près. Et dès que la fréquence sera assez basse, le soleil va reprendre le dessus. Le fait que la puissance soit un peu variable sur le Homelise, je pense pas que ce soit lié à sa qualité en tant que telle, c'est lié à son MPPT qui doit être beaucoup plus lent. Et donc il doit réagir de manière plus lentement que l'APS. Je dirais que c'est plutôt un point positif pour ce genre d'installation en autonomie. Sauf qu'à un moment donné, il faut bien qu'il se déconnecte et qu'il se reconnecte. Il a l'air plutôt réactif à la reconnexion. « 50,1 ». Donc je vais à nouveau couper la clim. Donc là on produit 130. La fréquence va augmenter. 50,3. 80, 50. Donc ça c'est vraiment le MPPT qui cherche le soleil, parce que le panneau est en plein soleil là. Bon, c'est le soleil du soir, mais il devrait produire plus que ça. C'est-à-dire qu'il tâtonne, il tâtonne. Il refait sa recherche. Il n'envoie pas plein pot parce qu'il a coupé plusieurs fois déjà, donc il va par étapes. Et donc ils échangent tous les deux, hein, l'onduleur sur batterie et l'onduleur réseau, ils échangent, il faut qu'il y en ait un qui puisse prendre le surplus d'énergie, l'autre qui puisse produire du surplus. Donc ils se stabilisent à un moment donné pour réussir. Et donc ça, c'est pas forcément gagnant-gagnant, hein, c'est plutôt sécuritaire en fait, c'est heureusement. On devrait pouvoir produire plus que ça.
Voilà, on est déjà à 51 Hz. Donc on est à 2 doigts de couper. Voilà pour le fonctionnement. Alors le Solax, je l'ai branché sur l'autonome, sur un peu plus de 3000 watts de panneau pour que ça puisse produire, il fait pas très beau là. Et je l'ai raccordé sur la sortie de mon extender, sur le AC output, pareil, j'ai paramétré comme pour les micro-onduleurs. On a une charge dans les batteries qui est de 340 watts, c'est pas loin de ce qui est produit par le Solax, 345, et lui il produit 375, donc il y a une perte de 30 watts entre les deux. Donc c'est la consommation à vide de l'onduleur, les 14-20 watts de l'onduleur extender, plus les 10 watts de perte, vu que mon extender a un très bon rendement. Je le répète encore une fois. Donc là, ça fonctionne. Alors là, en fin de charge, on va voir si la fréquence augmente. Alors, j'ai déjà eu un test juste avant. Il est monté à 54 Hz et ça a bien coupé le Solax, mais je voudrais voir si c'est progressif. Donc, on va voir comment réagit le Solax avec une hausse de fréquence. Il n'y a plus beaucoup de soleil. On n'a plus que 200 watts de soleil. Ça va pas être évident de faire la constatation. On est toujours à 50 Hz. Donc là, on est à 51,2 Hz. Je lui ai dit de faire varier la fréquence en fonction de la tension de la batterie. Et plus la tension va augmenter, plus il va réduire sa puissance. Donc là, pour l'instant, ça réduit un tout petit peu, ça régule bien. Dès que l'onduleur baisse la fréquence, le Solax augmente sa puissance. Et inversement, vous voyez, 50,8 Hz, on est passé à 190 watts. Qu'on est en approche de la tension, moi j'ai donné une tension à 54,3. Il régule jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Voilà, 51,2 Hz, il produit toujours. Normalement, à 51,5, il doit s'arrêter. Donc pour le Solax, c'est pas évident de réduire sa puissance par 2 parce que je ne sais pas s'il réduit à partir de sa puissance nominale ou à partir de sa puissance actuelle en fait. S'il fait 400, est-ce qu'il réduit à 200 ou est-ce qu'il bride à 1000? Je n'ai pas l'information. Donc ça veut dire que je ne sais pas s'il donne tout ce qu'il a là ou s'il régule. Donc voilà, ça a coupé. Il est monté à 55 Hz parce que les batteries sont quasi pleines. Alors j'ai confirmation que le Solax se régule bien en fonction de sa puissance du moment. C'est-à-dire s'il est capable de produire 400 et qu'il y a une fréquence qui augmente et qu'il doit diviser par 2, il produit 200. Ce qui m'embête un peu pour calculer le rendement de l'onduleur, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas sur sa base de puissance nominale. Voilà, c'est bien confirmé. Et là on est à 58 volts sur les batteries, presque chargé. Il régule. Je profite de ma planche technique ici qui est en cours, je suis en cours de test sur la batterie tubulaire, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avant, après, je ne sais pas, pour tester la consommation à vide des onduleurs réseau d'injection. J'ai plusieurs onduleurs réseau que je teste. Là, mon test d'aujourd'hui, c'est de vérifier leur consommation à vide, c'est-à-dire combien ils consomment sur le réseau sans qu'il y ait de panneau solaire derrière, donc la nuit. Normalement, un onduleur homologué est censé ne rien consommer, puisque le réseau, normalement, quand on injecte au réseau et qu'on revend au réseau, il y a un compteur de non-consommation. Alors, c'est ce qu'on va vérifier. Je l'ai déjà vérifié sur une autre installation, mais je vais revérifier là. Donc, on y va pour Solax. On le branche et on contrôle. 0 watts ici, 14 watts là. Alors, quand j'ai fait la mesure sur le réseau, j'avais un compteur qui vérifiait les voltampères, les VAR, et il me disait que ça consommait, je crois, 6 ou 16 voltampères à vide. Pour l'instant, là, je ne le remarque pas. On va passer à un des micro-onduleurs. Cette mesure est importante parce que si on souhaite utiliser un jour ou l'autre ce type d'équipement pour faire de l'autonomie ou de l'autoconsommation avec une fonction autonomie sur batterie, donc c'est-à-dire avec un onduleur qui simulerait le réseau, il faut vérifier que on ne consomme pas sur les batteries. Donc là sur la PS, j'ai rien du tout. J'avais remarqué qu'il n'y avait rien du tout sur mon autre test. Sauf juste avant de brancher les panneaux. Donc maintenant on va brancher le bourgeois, celui-là là, et on met en marche. On a 0,02 ampères, 4,62 watts. Bon, vous avez vu, c'est un sujet assez long. Je n'ai pas abordé le couplage AC. Ce qu'on appelle le couplage AC, c'est le fait de pouvoir coupler un onduleur autonome avec un onduleur d'injection réseau. J'en ai parlé dans la vidéo, mais je n'ai pas expliqué comment ça fonctionnait. C'est un sujet un peu à part. Je ne sais même pas si je ferai une vidéo là-dessus. Ça fait tellement de sujets. Là, c'était pour montrer un petit peu qu'il ne faut surtout pas surdimensionner les panneaux solaires par rapport à un onduleur qui soit injection réseau ou un MPPT. J'en parle régulièrement. À partir du moment où ça respecte la VDE 2019, c'est partiellement compatible avec l'autonomie dans le cadre d'une régulation AC avec un onduleur qui est capable de faire varier sa fréquence
en fonction de l'état de ses batteries. Donc il faut mesurer l'état des batteries, comprendre, être programmé et réagir. Donc ça veut dire que si vous avez des onduleurs qui ne sont pas compatibles avec la VDE 2019, c'est pas que ça marcherait pas, c'est que ce serait pas variable, ce serait du tout ou rien. Ce serait un peu violent pour les batteries. Bon, donc voilà. En tout cas, moi je suis content d'avoir vu que ça fonctionnait, d'avoir pu mesurer des rendements, d'avoir pu vérifier un petit peu tout ça. Je pensais débunker un peu au niveau des rendements, ils sont tous affichés à 99%. Ah, effectivement, c'est pas vrai, mais ça je le savais. Mais bon, ils sont ça fait un petit peu le yo-yo. C'est dans une zone de rendement tolérable, parfois un peu basse, mais bon, pas plus qu'un MPPT. Bon, il y a du délai. C'est pas un MPPT va avoir tendance à être assez réactif, suivant la marque, alors qu'un injection réseau, un onduleur injection réseau va avoir un délai, une latence avant d'injecter réellement, de varier sa puissance. Donc c'est pas tout à fait les mêmes fonctionnements. Disons que si vous injectez au réseau et que vous voulez faire d'autonomie avec, c'est possible. Par contre, il y a des contraintes. Si c'est en cas d'alimentation de secours, ça va fonctionner. Par contre, il est vrai qu'une fois que les batteries sont déchargées, c'est blackout. Hein. Il n'y a rien qui va les recharger, les batteries, puisqu'il faut que ça redémarre pour ça. Souvent, on complémente ce genre d'installation avec un petit panneau solaire en plus, avec un régulateur MPPT, qui charge exclusivement les batteries, qui va permettre de tout redémarrer en cas de panne profonde, on va dire, de décharge profonde et de panne quasi irréversible. En tout cas, s'il n'y a pas un technicien qui vient remettre en marche le système. Mais bon, ça reste une bonne nouvelle en soi, hein, que la nouvelle norme permette à tous les produits de devenir compatibles. Voilà, bon, j'espère que vous avez pu comprendre des choses, j'ai pu vous donner des ressources, des façons d'interpréter, c'était vraiment long. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt, au revoir.